Salam alaikum. Dans cette séance, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut déterminer la valeur du stock moyen et puis dériver de là éventuellement les valeurs de coût de détention. Donc avant de se lancer un petit peu avec les deux exemples qu'on va considérer pour cette séance, on va rappeler d'abord quelques notations. Donc on va désigner dans ce qui suit par x de t le niveau du stock à l'instant t et par x bar le stock, la valeur du stock si vous voulez, moyen. Donc je rappelle la formule, en fait le x bar peut être dérivé par la formule suivante, c'est le 1 sur t, l'intégrale entre 0 et grand t de x de t dt. Donc graphiquement, si on représente dans un repère l'évolution du stock en fonction du temps, en supposant qu'en fonction des entrées et de sorties, on va avoir un profil variable comme dessiné ici, sur une période grand T, qui n'est pas nécessairement là la période de révision, hein, sur une période grand T. Donc si on s'intéresse à déterminer, à chercher la valeur du stock moyen sur l'intervalle 0 grand T, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être associé à la surface qui se trouve en dessous de le graphique de la l'évaluation du stock. Graphiquement, ça va désigner la hauteur, la largeur du rectangle, en fait, si je considère ici grand T. Donc graphiquement, le x bar va désigner le niveau tel que la surface de ce rectangle-là soit équivalente à la surface qui se trouve en dessous de ce graphique-là. Et donc, sans rentrer dans les détails mathématiques de la chose, on va essayer d'illustrer ces calculs-là en utilisant Excel éventuellement pour deux exemples simples. Pourquoi est-ce que la détermination du stock moyen est importante? C'est parce que je rappelle que les coûts de détention, en fait, les coûts de détention sur la période 0 grand T, dans ce cas, éventuellement, elle est donnée par quoi? Elle est donnée par H fois X bar, où le X bar, dans ce cas, c'est le stock moyen associé à la période 0 grand T. Donc, il est très important de pouvoir déterminer, de pouvoir dériver la valeur de ce stock moyen-là, dans un cas où on dispose entièrement des données qui concernent les entrées et les sorties du stock, ou éventuellement d'informations partielles. Donc on va commencer par voir un petit peu comment est-ce qu'on va faire ça en utilisant des données plus ou moins réelles. Donc on va considérer le premier exemple. Alors, dans cet exemple-là, on nous indique qu'un gestionnaire de stock rapporte les données suivantes concernant le mouvement du stock d'une matière première. Donc ce qu'on nous indique là, c'est les dates. Et à chaque date, on associe soit la valeur des entrées, soit la valeur des sorties. Donc pour le 10 avril, par exemple, on a une entrée, une alimentation du stock de 70 unités. Pour le 15 avril, on a constaté une entrée de 20 unités. Et puis, on a fait sortir du stock, en fait, des sorties. C'est une consommation, 25 unités à partir du stock. Alors, il nous indique également qu'en sachant que le stock constaté au 1er avril, donc il est de 300 unités, ce qu'on cherche à faire dans cet exemple-là, c'est déterminer la valeur du stock moyen entre le 1er avril et le 30 mai. Donc dans cet exemple-là, le 31 mai en fait désigne la valeur du grand T. Ça veut dire qu'on va essayer de déterminer le X bar associé à l'évolution du stock dans cet exemple-là entre les dates du 1er avril et du 30 mai. Donc passons à Excel pour voir comment est-ce qu'on pourra répondre à ça. Donc je dispose là des données entières sur Excel. Et donc ce que je vois ici, c'est les entrées d'une part et puis les sorties. Donc je rappelle qu'il nous a indiqué qu'au 1er avril, à la date du 1er avril, on a déjà 300 unités en stock avec lesquelles on va commencer. Donc j'ajoute juste une ligne ici.
Cette ligne-là va désigner le 1er avril. Et voilà. Donc, on va rajouter maintenant la colonne qui va représenter l'évolution du stock, donc le X de T si vous voulez. Donc, stock, on va dire tout simplement stock. Alors, au 1er avril, il nous dit qu'on avait 300 unités. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est. Non, là, c'est une valeur numérique plutôt. Donc, on va dire que ça, c'est une valeur numérique. OK. Donc, 300 unités. Ce qu'on va faire maintenant, c'est à chaque fois calculer la nouvelle valeur du stock en fonction des valeurs d'entrée et de sortie. Donc, c'est simple à faire. En fait, il suffit de savoir que le stock à la période T, c'est tout simplement le stock à la période T-1, plus les entrées de la période T, moins les sorties de la période T. Donc, c'est tout simplement l'ancienne valeur du stock, plus ce qu'on a fait rentrer en stock, donc c'est les valeurs de l'alimentation, puis moins la consommation. Donc, si je reviens ici, donc, dans cette période-là, pour le 10 avril, ça sera tout simplement le stock, c'est le stock de la période précédente, plus ce qu'on a alimenté en stock, moins les sorties. Dans ce cas, c'est 0, mais ça va changer avec le reste. Donc, il suffit maintenant de recopier cette même formule pour le reste, et ça va faire l'évolution du stock en fonction du temps. Donc, avant de se lancer un petit peu à calculer la valeur du X bar, on s'intéresse ici d'abord à représenter graphiquement l'évolution de ce stock-là. Donc, le premier réflexe consiste à sélectionner les deux colonnes qui concernent la date et le stock et d'aller directement dans le menu insertion pour insérer un graphique qui correspond à cette courbe. Alors, comme on peut le voir sur ce graphique-là, le problème c'est que Excel, il va interpoler les valeurs entre deux dates données. Représentons ça. Donc, entre le 1er avril, par exemple, et le 10 avril, le stock, normalement, il n'est pas en train d'évoluer. Ça veut dire que, dans l'exemple là, on avait 300 unités au 1er avril, et c'est uniquement au 10 avril qu'on avait une entrée de 70 unités. Ça veut dire qu'entre le 1er avril et le 10 avril, normalement, le stock était de 300 unités, et ça n'a pas bougé. Donc Excel, ici, il est en train d'interpoler toutes les valeurs possibles entre la valeur de 300 et la valeur de 370. Donc ce graphique-là ne représente pas dans ce cas, dans cet exemple-là, l'évolution réelle du stock. Je rappelle que finalement, il faut faire attention au fait que on est dans un exemple où le stock, les entrées et les sorties sont toutes les deux indiquées. Ça veut dire que lorsqu'on va avoir un graphique associé à cette évolution-là, on doit avoir un graphique par palier. Ça veut dire que le stock ne bouge qu'instantanément. À chaque fois qu'on a une entrée, le stock augmente instantanément. À chaque fois qu'on a une sortie, le stock va baisser instantanément. Donc le graphique associé à cette évolution-là doit nécessairement être sous forme de palier plutôt, sous forme d'histogramme. Donc ce graphique n'est pas bon pour pouvoir calculer parce que tout simplement entre le premier, par exemple, entre le 1er avril et le 10 avril, le stock n'a pas évolué. Le stock normalement doit demeurer d'une valeur de 300 et va bouger juste à la date de 10 avril. Donc, pour le faire, ce qu'on va essayer de représenter maintenant, c'est l'évolution journalière, c'est la valeur journalière du stock entre le 1er avril et le 31 mai, suivant la demande là. Donc, on va d'abord faire la chose suivante, on va essayer de représenter à nouveau les données. Donc, ça, c'est la date. Donc, pour chaque date là, on va voir la valeur du stock correspondant, mais pour chaque journée, et non pas comme ça des événements particuliers, 1er, 10, etc. Donc, on va essayer de représenter pour chaque journée possible entre le 1er et le 31 mai, de chercher la valeur du stock correspondante pour que le graphique puisse refléter le fait que le stock ne bouge pas entre deux dates données. Donc là, c'est la valeur du stock. Voilà. Maintenant, on va essayer de représenter toutes les dates entre le 1er avril. Donc ça, c'est le 1er avril. Et puis, on va essayer de continuer comme ça jusqu'au 31 mai.
Voilà, c'est bon, on est au 31 mai maintenant. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est que on doit à chaque fois renseigner le bon stock en fonction de la date. Et là, pour le 1er avril, on doit renseigner la valeur de 300. Pour le 2 avril, on doit avoir également un 300 parce que le stock entre le 1er et le 10 n'a pas bougé. Et donc, au lieu de faire ça manuellement, on va essayer d'utiliser une fonction. La fonction suivante, en fait, la fonction c'est recherche V. Donc, c'est la fonction recherche V. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire en fait? On va lui dire que, on va essayer de voir, on va essayer de le prendre maintenant pour que ça puisse être plus visible. Donc, ce qu'on va essayer de lui dire, c'est on va lui demander de chercher la valeur dans cette colonne-là, la valeur dans la colonne des stocks, telle que la date correspondante soit la date du 1er avril. Et donc, je vais lui dire ici, il faut chercher la date du 1er avril dans la matrice qui comprend les colonnes A et B. On va reprendre ça maintenant. Donc, je vais chercher la date du 1er avril dans la matrice qui comprend les colonnes A et B. J'ai besoin de la deuxième colonne, donc je dois reporter la valeur qui se trouve dans la deuxième colonne dans la matrice A de colonnes ici. Et puis j'ai exactement besoin de la valeur exacte. Donc il faut juste voir le manuel d'aide pour pouvoir déterminer c'est quoi cette fonction-là. Donc ce qu'elle a fait ici, c'est rapporter la valeur de 300. Donc si je reprends la même chose pour le reste, je vais avoir un problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je vois la formule ici, il est en train de comparer cette valeur-là par rapport à un tableau déplacé. Et là, on va avoir un problème parce qu'il faut maintenant fixer lui indiquer qu'on va toujours rechercher la valeur dans un même tableau. Ça ne va pas bouger avec nous. Donc on va reprendre la formule ici, on va fixer la colonne. Donc on va lui dire qu'on va toujours chercher la valeur dans le tableau figé A1 jusqu'à B13. Donc on ne va pas à chaque fois déplacer le tableau. Maintenant, on va avoir des valeurs possibles, 300 pour le 1er avril, ça c'est bon. On va avoir 365 pour le 15 avril. On va voir pour le 10 avril 370. Donc il a trouvé les bonnes valeurs, il les a remplacées en fonction du besoin. Maintenant, il faut lui indiquer que pour les valeurs restantes qu'il n'a pas trouvées, par exemple le 2 avril, le 3 avril, il doit reprendre la valeur de la date précédente. Et donc ce qu'on va faire, c'est utiliser une deuxième fonction. Et on va lui dire qu'à chaque fois qu'il ne peut pas trouver une valeur dans la matrice correspondante, il suffit de recopier la valeur de la cellule précédente. Donc là, on va utiliser la fonction si-erreur. Donc on va lui dire que si la valeur de recherche renvoie une erreur, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé de bonne valeur correspondante, il suffit de recopier la valeur de la cellule précédente. Donc là, vous avez les formules, vous pouvez reprendre un petit peu ce calcul tout seul maintenant. Et donc là, on peut voir maintenant que entre le 1er avril et le 8 et le 9 avril, il a tout simplement indiqué la même valeur de 300. Au 10 avril, on a une entrée de 70, donc le stock a changé. Entre le 10 et le 14, le stock a continué avec 370 et ça a bougé à la date du 15 avril, etc. Donc maintenant, lorsqu'on va représenter ce graphique-là, on pourra avoir un graphique qui correspond à notre besoin. Ça veut dire qu'un graphique avec des paliers. Donc là, on pourra peut-être y voir clair si on déplace le graphique sur une feuille graphique indépendante. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'évolution graphique du stock et en palier, parce que finalement, entre deux dates données, dans cet exemple-là, on n'a pas une évolution du stock. Donc on n'a ni des entrées ni des sorties entre les dates indiquées. Donc le stock, normalement, ne doit pas bouger. Et là, on a une bonne représentation réaliste du graphique de l'évolution du stock, comme elle se doit. Bien. Donc on va essayer maintenant de revenir au problème initial qui consiste à déterminer la valeur du stock moyen. Donc là, dans ce graphique, il faut maintenant chercher à déterminer la surface qui se trouve en dessous de cette courbe-là,
et la rapporter par rapport à la période de temps considérée. Donc, ça consiste tout simplement à avoir sur l'intervalle, par exemple, entre le 1er et le 9 avril, on peut inclure entre le 1er et le 9 avril, alors sur les 9 jours-là, on avait un stock de 300. Donc, la surface correspondante, si on va avec un pas journalier, c'est tout simplement un 300, qui est le niveau du stock correspondant graphiquement, fois la largeur de cet intervalle-là. Donc, c'est tout simplement la surface de ce rectangle-là. Donc, ça sera 300 fois le nombre de jours correspondants. Et donc, on peut faire ça comme ça, directement au lieu du graphique, on peut déterminer directement à partir des données là. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est déterminer l'intervalle. L'intervalle, peut-être. Donc, l'intervalle, c'est tout simplement la durée de temps qui s'écoule entre une date et la date suivante. Donc, ce qu'on a dit, c'est que l'intervalle correspondant à la valeur de 300 ici, c'est tout simplement la date du 10 avril moins la date du 1er avril moins 1. Donc, on va voir ça comme ça. Donc, c'est 10 avril moins le 1er avril, ça vous donne 9 jours. Et donc là, c'est l'intervalle de temps avec lequel on a eu 300 unités au niveau du stock. On peut faire la même chose pour le reste. Et ça va indiquer quoi finalement? Sauf la dernière, parce qu'on n'a pas une date, c'est une date butoir là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que graphiquement maintenant, on a passé 9 jours. On peut faire la même chose pour le reste, pour le gras. Donc on a passé 9 jours avec un stock de 300 unités. On a passé 5 jours avec un stock de 370 unités. Le 15 avril, c'est la même journée en fait, c'est un 365, ça ne peut pas être comptabilisé. On a passé 2 jours avec 315, etc. Donc là, on a les valeurs correspondant à l'évolution, les valeurs, le nombre de jours qu'on a passé avec chaque niveau du stock. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est déterminer la surface de chaque rectangle. Graphiquement, ce qu'on est en train de faire, c'est à chaque fois prendre un rectangle, lui calculer la surface. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, la surface du rectangle, c'est donc surface. Ça sera tout simplement l'intervalle fois la valeur du stock correspondant. Donc ça va faire cette valeur-là. Et la surface totale, c'est la somme de l'ensemble des surfaces calculées. Donc ça va faire cette somme-là. Donc ce qu'on a eu là, le 15 930, c'est tout simplement la surface qui se trouve en dessous du graphique. Maintenant, le stock moyen, on va rapporter ça sur l'ensemble des jours considérés. Donc, il faut faire maintenant, il faut déterminer l'intervalle de temps global. Donc, l'intervalle de temps global, c'est l'intervalle total. Le grand T, ce qu'on a appelé dans cet exemple-là. Mais l'intervalle, on va dire comme ça, intervalle total. Donc, ça sera tout simplement le 31 mai, si vous voulez. Il y a un problème avec les graphiques ici. Oui, le problème c'est qu'on n'a pas représenté ici le 31 mai. Donc on va rajouter ici juste rapidement la valeur du 31 mai. Donc ça c'est le 31 mai. Pour que ça tienne la route maintenant. Et le 31 mai, on a eu toujours la même valeur, 105 en fait. Hein. Donc, et là du coup, je peux maintenant représenter le nombre de jours correspondants. Et puis, voilà. Donc comme ça, la somme est correcte maintenant. Voilà, ça tient là. Donc on a inclus maintenant le fait qu'entre le 25 mai et le 31 mai, on avait 105 unités dans le stock et ça va faire sur 6 journées. Donc maintenant la somme comprend l'ensemble et l'intervalle total, c'est tout simplement maintenant la différence entre le 31 mai et le 1er avril. Donc ça va faire 60 jours. Et donc, le stock moyen maintenant, stock moyen,
il est égal à, il est donné par la surface totale divisée par le nombre de jours sur lesquels on a essayé de dériver l'ensemble. Donc ça va faire 276 unités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, graphiquement, la surface qui se trouve en dessous de cette courbe-là est équivalente à un graphique dans lequel on a 277, je crois, c'est ça, 276 unités sur l'ensemble de l'intervalle. Et donc ça, c'est la valeur du stock moyen dans cet exemple-là. Donc ceci concerne le premier exemple. On va passer maintenant au deuxième exemple. Alors, dans l'exemple 2, on nous dit qu'un gestionnaire de stock rapporte les données suivantes concernant le mouvement de stock d'une matière première. Alors, ce qu'on nous donne ici, c'est un petit peu différent par rapport au premier cas. Dans le premier cas, on nous a indiqué les entrées et les sorties avec la valeur du stock initial. Ça nous a permis finalement de déterminer l'évolution du stock entre à chaque fois qu'on a une entrée ou une sortie. Maintenant, dans cet exemple-là, on nous indique plutôt l'état du stock à chacune de ces dates-là. Ça, c'est le niveau constaté. Par exemple, au 31 décembre 2019, on a constaté qu'on avait 100 unités dans le stock. Au niveau du 30 avril 2020, on avait constaté qu'on avait 40 unités au niveau du stock. Et ce qu'on nous indique, c'est uniquement les entrées ici. Ça veut dire qu'on nous indique, par exemple, que la date du 1er janvier 2020, on a constaté une entrée en stock, une alimentation de stock de 150 unités. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas spécifié les sorties. On ne nous a pas indiqué à quelle date on a fait sortir les articles ou avec quel rythme on a consommé. Donc, là, on nous indique que le coût de détention annuel est estimé à 0,15 dinars par unité. Donc là, il s'agit de H. Donc ça, c'est la valeur de coût de détention. Le coût de passation de la commande est de 30 dinars par lancement. Et puis, en supposant que la consommation est régulière, là, c'est le point le plus intéressant ici. Ça veut dire que au lieu de nous indiquer la valeur des sorties, comme dans cet exemple-là, à quelle date on a fait sortir combien, là, on nous indique tout simplement de supposer que la consommation, que la sortie du stock est régulière. Ça veut dire qu'entre une date et la prochaine date, on va consommer que la quantité qu'on a fait sortir, on l'a fait sortir de manière régulière. Essayons d'expliquer ça graphiquement. Ça veut dire que si on nous indique par exemple qu'à certaines dates, disons à une date T1, le stock XT1, il est de, par exemple, 100 unités. À une deuxième date T2, XT2, elle est de 30 unités. Ça veut dire que graphiquement, on va avoir ici T1, on va avoir ici T2. Ça, c'est la valeur de XT1, c'est le 100. Ça, c'est la valeur de XT2, c'est le 30. Donc, ce qu'on nous indique maintenant, c'est que la consommation est régulière. Ça veut dire qu'entre ces deux dates-là, on va tout simplement supposer qu'on va avoir une droite affine. Ça veut dire que voilà, on ne sait pas à quelle date les 70 unités, parce que ça c'est la différence entre les deux, c'est 70 unités, ça c'est la quantité consommée, ça c'est la quantité qu'on a fait sortir du stock. Donc on ne nous indique pas les dates de sortie de cette quantité-là, avec quel rythme, on nous indique tout simplement que c'est une consommation régulière. Et donc la sortie va être modélisée par une droite affine, parce que là on va supposer que la pente de cette droite-là, c'est tout simplement le rythme de consommation sur l'intervalle T1, T2. Donc, avec ce cas-là, on nous indique les entrées, mais pas les sorties. On nous indique les entrées à chaque fois, je rappelle. Donc, on nous dit que les entrées, au 1er janvier, on a une entrée, au 1er mai, on a une entrée. Donc, à chaque fois on va supposer qu'à chaque fois qu'on a une entrée, la valeur de stock va augmenter instantanément. Donc, le graphique qu'on va avoir, il va avoir cette forme-là. À chaque date, par exemple, on a un niveau de stock constaté à une date T1 ici. À cette date-là, on a une entrée. Ce qui se passe, c'est que le stock va augmenter instantanément. La prochaine date avec laquelle on a indiqué une entrée, c'est T2 par exemple. Donc, le stock va décroître entre ces deux dates-là, parce que la consommation est supposée régulière. À la date T2, on va avoir une deuxième alimentation de stock.
À la date T3, on a par exemple une troisième entrée de stock. Donc, ce qu'on va faire, on va décroître ici et on va augmenter. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est un graphique qu'on appelle un graphique en dents de scie. Donc, c'est différent par rapport à l'exemple de tout à l'heure, dans lequel on avait indiqué les dates d'entrée et les dates de sortie. Donc, on savait parfaitement à quelle date les quantités ont été consommées. Donc, ça nous a donné un graphique en palier. Dans ce cas-là, on ne nous indique pas les sorties, donc on suppose que les sorties sont régulières entre les deux dates, ça va faire un graphique en dents de scie. Donc dans ce graphique-là, on a le même principe de calcul, ça veut dire qu'il suffit maintenant de calculer la surface qui est en dessous de la courbe pour pouvoir déterminer le x bar, etc. Voilà, donc on va essayer de passer à l'exemple. Donc dans l'exemple, on nous dit on nous indique l'état du stock à un certain nombre de dates, et puis à chaque date, les entrées correspondantes. Donc, on nous indique le coût de détention, c'est un 0,15 dinars par unité par an, c'est un coût annuel. Et puis, on nous indique le coût de passation de la commande, qui est de 30 dinars par lancement. Je rappelle que ça, c'est le grand A. Bien. Donc, on nous dit qu'en supposant que la consommation est régulière, ce qu'on cherche, c'est on cherche à déterminer l'ensemble des coûts de stockage engagés sur l'année 2020. Et puis, on nous demande de déterminer la valeur du stock moyen. Et donc, juste pour revenir à l'explication un petit peu, donc je rappelle que ce qu'il demande ici, c'est qu'il suppose qu'on a une certaine évolution du stock, ça c'est le T, ça c'est la valeur de x de T. On suppose qu'on a pu tracer maintenant le graphique correspondant en fonction des entrées et de sorties. Je rappelle qu'à chaque fois on va avoir un don ici, ça correspondra à une entrée 1, entrée 2, si vous voulez. À chaque fois qu'on a un franc montant, c'est une entrée. Et entre deux francs montants, on a une consommation régulière. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir déterminer le coût de stockage total, ça va correspondre à un coût de détention et puis un coût de passation de commande. Donc le coût de détention correspondant sur l'intervalle, parce que sur l'intervalle 0 et la date que nous va spécifier, donc dans cet exemple-là, ça sera toute une année, ça sera H fois X bar. Où X bar, c'est le stock qui va remplacer la surface en dessous du graphique-là. Voilà. Donc c'est le niveau du stock X bar, tel que la surface de ce graphique-là, sur la même période bien sûr, va correspondre exactement à la surface qui est en dessous de ce graphique-là. Donc c'est pour cela qu'on va chercher à déterminer le X bar. Les coûts de passation, eux, c'est tout simplement le grand N fois A. Donc le grand N, c'est où? Le grand N, c'est la fréquence. Fréquence, ça veut dire que c'est le nombre de commandes par unité de temps. Donc, puisque dans l'exemple là, on va considérer toute une année, donc ça sera tout simplement le nombre de commandes passées annuellement. Donc, on va tout simplement, dans cet exemple-là, considérer qu'à chaque fois qu'on a une entrée de stock, il s'agit d'une commande passée. Donc, ce n'est pas nécessairement le cas dans un cas pratique. Hein. Il se peut qu'on peut passer une commande et qu'elle soit reçue sur plusieurs tranches. Mais pour simplifier un petit peu, on va juste considérer, puisqu'il n'a pas spécifié dans l'exemple, on va considérer qu'à chaque fois qu'on a une entrée de stock, c'est une commande indépendante. Donc le nombre de commandes est très facile à déterminer, c'est tout simplement le nombre d'entrées. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est la détermination de ce x bar là. Donc on va essayer de voir ça. Donc on va chercher les données d'abord et puis on va essayer de les traiter. Donc voici les données. Là on nous indique à chaque fois, à chaque date, les stocks indiqués et puis ça c'est les valeurs des entrées. Donc il faut juste remarquer quelque chose. À chaque fois qu'il m'indique la valeur du stock, le jour qui suit exactement, c'est une entrée. Donc le 31 décembre nous indique un stock de 100 unités. Donc au 1er janvier, on a une entrée de 150 unités. Donc les niveaux de stock qu'il nous a donnés sont les niveaux constatés juste avant les alimentations pour pouvoir tracer le graphique en dents de scie. Donc là, on nous indique les dates qui sont reliées aux entrées. On nous indique également la date du 31 décembre qui est la fin de l'exercice. Donc on dispose là des niveaux du stock et des entrées sur l'année 2020, entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020. Donc pour organiser un petit peu ces données-là, je vais prendre les entrées ici.
On va recopier un petit peu en bas. Donc voilà, ça c'est le stock. Donc on va également chercher les entrées. Et puis on va prendre les valeurs des entrées ici. On va les mettre là. Donc il faut juste que ça soit des entrées ici. Je vais essayer d'organiser ça dans le temps. À ce que ça correspond un petit peu à l'évolution de la date en question. Donc on va organiser, on va faire le tri en fonction de la valeur de la colonne A. Donc là, ce qu'il a fait, c'est un petit peu réorganiser les données en fonction des valeurs. Il faut maintenant dire qu'il y a des valeurs manquantes au niveau du stock. Donc si au niveau du 31 décembre, on avait 100 unités, au 1er janvier, on a constaté une entrée de 150 unités. Ça va faire donc ici un niveau de stock de 100 plus 150. Et donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on va considérer que les entrées sont instantanées. Ça veut dire que le stock passe instantanément de 200 à 250 à la date du 1er janvier. Donc on va faire la même chose pour le reste. Voilà. Et comme ça, on a maintenant l'évolution du stock en fonction du temps. Il suffit maintenant de tracer le graphique correspondant. Voilà, donc on a parfaitement un graphique en dents de scie. À chaque fois, on a une remontation instantanée du stock et une consommation régulière entre deux dates différentes. Donc ça, c'est un parfait graphique en dents de scie. Ce qu'on va faire maintenant, on peut peut-être déplacer le graphique dans une feuille à part pour que ce soit plus lisible. Et puis passer maintenant au calcul de la surface. Ça veut dire que maintenant, il faut déterminer le stock moyen qui est en dessous de la courbe là, le stock moyen qui correspond à la surface qui est en dessous de la courbe pour pouvoir déterminer le coût de détention correspondant. Voilà. Donc pour le stock moyen, je reviens un petit peu à mon tableau pour expliquer. Si on dispose d'une évolution d'un stock sur une période entre 0 et T1, disons par exemple là, donc entre 0 et T1, ce qui s'est passé ici, une consommation régulière de stock, et à la date T1, on a une nouvelle alimentation. Donc si je m'intéresse un petit peu à calculer la surface entre 0 et T1, c'est tout simplement la surface de ce triangle-là, plus la surface de ce rectangle-là. Et donc, si je désigne par exemple là, c'est X, c'est la valeur par exemple de, disons une valeur 50 là. Si on a par exemple ici 100, et donc la surface du rectangle c'est le 100 moins 50 sur 2, donc ça c'est la surface du rectangle, triangle là, et puis là c'est tout simplement, non, ça c'est 50 fois 100, le tout fois T1 bien sûr, et puis la surface du rectangle là c'est T1 fois 50. Donc là, c'est facile maintenant de déterminer la surface à chaque fois. Et donc, si je reviens un petit peu à mon Excel, mon tableur, là, je vais avoir entre la date du 31 décembre et la date du 1er janvier, le stock passe à 250, donc instantanément. Ce qu'on a besoin maintenant, c'est pouvoir déterminer la surface entre le 1er janvier et le 30 avril. Donc graphiquement, ça va correspondre à ce rectangle-là. Donc le 1er janvier et le 30 avril, on a un rectangle. Donc on doit déterminer et la longueur et puis la différence de hauteur. Donc si je reviens un petit peu à ça, donc le triangle passe, le stock passe de 250 à 40. Donc si vous voulez, à ce niveau-là, la différence, elle est de 250 moins 40. Donc, attendez. Cette hauteur-là doit être divisée par 2 et multipliée par l'intervalle de temps. Donc, commençons d'abord par calculer l'intervalle de temps, pourquoi pas. Donc, on va ici avoir une colonne qui correspondra à l'intervalle de temps. Donc, l'intervalle ici, entre quoi? Entre le 30 avril et le 1er janvier. Donc ça va correspondre ici à 30 avril moins le 1er janvier. Donc on a 120 jours. Et puis le triangle correspondant aux 120 jours là, c'est tout simplement, il a une hauteur de 250 moins 40. Donc la hauteur c'est égal à 250 moins 40. Et donc la surface correspondant à ce
triangle là, si vous voulez, c'est tout simplement la multiplication fois 2. Donc ça, c'est surface triangle. Donc la surface du triangle, c'est le 120, la largeur en termes de date, fois la hauteur du triangle sur 2. Donc ça, c'est la surface du triangle. Et puis maintenant, on cherche à déterminer la surface du rectangle. Donc ça va être tout simplement la valeur de 40 ici, fois la largeur du rectangle. Donc la surface du rectangle. Donc ça sera tout simplement égal à 120 fois la valeur de 40. Et donc là, la surface totale, c'est la somme des deux surfaces. Donc la surface totale, c'est tout simplement 1700. Donc je vais réarranger le 1700 ici. Donc c'est la surface. Attendez. Donc la surface associée à l'intervalle qui s'étale entre le 1er janvier et le 30 avril, elle est de cette valeur-là. Donc je vais juste reprendre la formule pour le reste. Et là, on a un problème parce qu'on n'a pas recopié. On va voir l'intervalle, tout recopier pour pouvoir calculer. Comme ça, on va voir à chaque fois l'intervalle correspondant. Et là, on va voir tout simplement la surface correspondante à chaque fois. C'est valeur négative parce qu'il ne peut pas dériver maintenant. Il n'y a pas une date qui suit le 31 décembre, ça c'est la date butoir. Et donc, ce qu'on va faire ici maintenant, tout simplement faire la somme de l'ensemble de ces surfaces-là. Donc, ça sera la somme de toutes ces valeurs-là. Ok, on n'a pas écrit une formule déjà. Donc, la somme de toutes ces valeurs-là. Donc, ça, c'est la surface totale. Donc, ça, c'est en gras, si vous voulez. Ça, c'est la surface totale. Maintenant, pour pouvoir déterminer le stock moyen, il faut déterminer l'intervalle de temps total. Donc, intervalle total. Donc, c'est tout simplement le 31 décembre. C'est le nombre de jours qui s'écoule entre le 31 décembre et le 1er janvier, si vous voulez. Voilà. C'est 365 jours, c'est tout simplement le nombre de journées de l'année. Et donc maintenant, le stock moyen, il est donné par sur l'intervalle total. Donc on a 111 unités comme stock moyen. Dans notre exemple, en fait, le X bar vaut, on peut prendre un nouveau tableau peut-être. Donc dans notre exemple, le X bar vaut 111 unités, 5. Voilà. Donc si on va chercher à déterminer maintenant les coûts de détention, ça sera donné par H fois X bar. Dans cet exemple-là, on nous indique que le H, que le coût de détention annuel est estimé à 0,15 dinars par unité. Et donc le H ici, c'est 0,15 dinars par unité par an. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que X bar égale à 111,5? Ça veut dire que le coût total associé, le coût total de détention associé à cette évolution du stock-là est équivalent au coût qu'on va payer si on avait tout le temps uniquement 111,5 unités dans le stock. Donc le coût associé à 111 unités sur une année, c'est le même coût qu'on avait lorsqu'on avait l'évolution du stock. Et donc ça sera tout simplement le H fois le 115. Donc le coût de tension total dans ce cas-là, ça sera égal à 0,15 fois 111,5. On pourra faire rapidement le calcul. Donc 111,5 fois le 0,15, c'est 16,750.
c'est dinar. Pour le coût de lancement maintenant, ça va faire n fois grand A, où n, tout simplement, c'est le nombre de commandes considérées sur l'année, parce que là, on est sur une base annuelle. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, on est dans un cas où on va considérer tout simplement qu'à chaque fois qu'on a une entrée, ça va correspondre à une demande. Donc, dans l'exemple là, on a 5 entrées, donc 5 commandes annuelles. Donc, ça va faire 5 fois grand A. Et puis, dans grand A, dans cet exemple-là, c'est il nous dit que le coût de passation de commande est de 30 dinars par lancement. Donc, ça va faire 5 fois 30, ça va faire 150 dinars. Ça, c'est annuel. Et là, c'est annuel. Donc, c'est un coût annuel qu'on a calculé. Donc, le coût total de stockage, c'est tout simplement le coût total annuel de stockage. C'est tout simplement le 16,7 plus le 150. C'est exprimé en dinars par an. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que c'était clair. Et puis, s'il y a des questions, comme d'habitude, vous avez à les poster soit sur le groupe Messenger ou sur la plateforme de l'EVT. Merci.